Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler surtout de réabsorption, plus particulièrement au niveau de certaines substances, notamment le glucose, acide aminé, aussi le sodium qu'on va traiter particulièrement. Donc aujourd'hui, première des choses que je vais vous demander, c'est de distinguer les substances qui sont complètement réabsorbées versus les substances qui sont partiellement réabsorbées. Donc, on va se le dire, les substances qui sont complètement réabsorbées sont quand même plus rares. C'est surtout partiellement réabsorbé. Donc, ça veut simplement dire que quand c'est partiellement réabsorbé, au niveau des tubules rénaux, on va être capable d'aller chercher une partie de la substance, donc une certaine quantité qu'on va réabsorber vers les capillaires péritubulaires et finalement conserver en circulation sanguine, alors que le reste va poursuivre son chemin vers le tubule collecteur et l'urine, évidemment, éventuellement. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que dans certains cas, on est tellement efficace pour la réabsorption, on a tellement de transporteurs et de mécanismes de transport au niveau des tubules rénaux qu'on va vraiment tout réabsorber la molécule. Et ça veut dire quelque chose d'important. C'est pas écrit ici à l'écran, mais il faut déduire que si c'est complètement réabsorbé, mais évidemment, il n'y en aura pas dans l'urine. Et chez une personne en santé, comme le glucose et les acides aminés ou encore les petites protéines sont complètement réabsorbés, bien, normalement, si on fait une analyse d'urine, on ne devrait pas avoir de traces de ces molécules-là, ou en fait très peu s'il y en a, mais en des quantités vraiment minimes, okay? Parce que la plupart vont être vraiment conservées au niveau de l'organisme. C'est des substances précieuses. Les acides aminés, j'en ai besoin pour fabriquer toutes les protéines du corps, les protéines de toutes les cellules. Glucose, c'est ma source préférentielle pour faire de l'ATP, de l'énergie, pour que les cellules puissent fonctionner. Donc évidemment, on veut tout récupérer, on ne veut pas en perdre dans l'urine. Même chose pour les protéines. Donc ça, je m'attends que ces substances-là, quand vous les voyez, vous savez qu'il n'y en a pas dans l'urine parce qu'elles sont complètement réabsorbées. Le lactate, c'est la même chose, mais on n'en parle pas vraiment dans le cours. Donc ça me dérange moins, mais les trois premières, vous devez vraiment les savoir. Et je vais nuancer également, parce qu'il va arriver des situations dans votre vie ou des situations de pathologie où on a plus de glucose ou d'acide aminé. Donc, glucose, on pense souvent au diabète, bon, tu es en hyperglycémie, c'est vrai qu'on va en avoir dans l'urine, mais même une personne qui est en santé, si elle mange des aliments sucrés ou qui a plus ou une forte teneur en glucose, bien, on s'attend que la concentration va être élevée, ou des gens qui prennent beaucoup de suppléments de protéines, exemple, ils vont avoir trop d'acides aminés. Donc, évidemment, c'est complètement réabsorbé tant qu'on arrive à des concentrations physiologiques normales. Si on abuse de ces substances-là en les consommant, bien évidemment, le rein, à un moment donné, n'arrivera pas à tout réabsorber. Donc, une fois qu'il aura atteint son 100% de réabsorption, bien, l'excédent va passer dans l'urine. Donc, c'est possible de retrouver ces substances-là en grande quantité dans l'urine, mais ça témoigne soit une pathologie ou soit une consommation extrêmement élevée de ces substances-là. Okay? Donc, c'est sûr qu'il faut garder ça en tête. Mais chez une personne qui a un régime de vie équilibré et qui est en santé, on ne retrouve pas ces substances-là dans l'urine, évidemment. Maintenant, si on regarde ça plus en détail, comment c'est possible de réabsorber le glucose ou les protéines? Donc là, je parle vraiment des substances qui sont complètement réabsorbées. On vous explique un peu les mécanismes ici. Donc, une image qui est tirée de votre manuel. Mais en fait, avant de vous expliquer ça, il faut se souvenir un petit peu des anciens cours de biologie des dernières sessions. Et je vais faire une espèce de petit rappel très rapide, là, évidemment, sur les transports de molécules. Je ne peux pas revenir en détail sur ces sujets-là, mais au moins, il faut se souvenir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, première des choses, souvenez-vous, quand on parle de molécules solides ou gazeuses encore, le déplacement naturel de ces molécules-là va se faire selon la loi de gradient. Okay? Et la loi de gradient, c'est pas compliqué. Si on se souvient, c'est les substances à concentration égale, il n'y a pas vraiment de mouvement, mais normalement, de façon spontanée, les substances vont toujours se déplacer de l'endroit où c'est le plus concentré, donc où il y en a le plus, vers l'endroit où il y en a le moins. Okay? Et généralement, de façon spontanée, on va faire ça. Ça ne coûte pas d'énergie, ne coûte pas d'ATP, et c'est pour ça qu'on va dire qu'on utilise des transports dits passifs. On a trois moyens différents au niveau moléculaire pour déplacer ces molécules-là dans le sens du plus concentré vers le moins. Il
Il faut faire attention, il ne faut pas se mélanger avec l'osmose. Ça, c'est un déplacement d'eau, de liquide, qui fonctionne complètement à l'envers. C'est un peu un déplacement exceptionnel. Donc, on oublie ça pour le sujet d'aujourd'hui. Mais si tu me parles d'oxygène, de CO2, les électrolytes, glucose, cette protéine, peu importe, aussitôt que c'est solide ou gazeux, on respecte cette loi-là. Il y a des situations qui vont se produire où, justement, on a besoin d'aller contre le gradient. Donc, contre la logique, c'est possible, mais dans ce cas-là, je vais me rabattre sur des mécanismes moléculaires de transport qu'on dit actifs. C'est possible, mais il y a un coût à payer ici, donc on va utiliser de l'ATP. Il y a un coût énergétique, donc on va fonctionner contre le gradient, mais on dépense de l'ATP. Okay? Donc, ça coûte l'énergie à l'organisme. Si on va en passif, on suit dans le sens du gradient et ça ne coûte rien en termes d'énergie. Maintenant, si je reviens au passif, vous aviez déjà vu dans votre carrière d'étudiant que principalement 3 façons de faire pour la molécule. Donc, il y a de la diffusion simple. Elle passait directement à travers la membrane cellulaire, la membrane plasmique, toujours en respectant la loi de gradient. On pouvait aussi utiliser des transporteurs, donc on disait que c'est de la diffusion facilitée par transporteur. Souvent, on va utiliser ça pour les molécules qui sont un peu plus grosses, un peu plus grande taille, ou qui ne sont pas liposolubles, donc qui ont de la difficulté à passer à travers les lipides de la membrane. Et on avait aussi facilité par canal. Souvent, c'est des protéines creuses qu'on va utiliser pour déplacer les substances chimiques, les molécules qui sont chargées positivement ou négativement. Exemple, les électrolytes, comme le sodium ou le chlore, par exemple. Et le point commun entre ces 3 méthodes de transport, de déplacement, on suit le gradient. Si on va aller contre le gradient, on a 2 autres façons de faire. On avait les pompes. Exemple, les pompes sodium-potassium, donc qui va agir pas mal comme un transporteur. La seule différence, c'est qu'on va contre le gradient et que ça coûte de l'ATP. Puis il y avait tout le transport vésiculaire où on formait des petites vésicules, un peu comme des mini-cellules faites de phospholipides, et on va enfermer la substance à l'intérieur, un petit peu comme un ballon, et on déplaçait vers l'extérieur de la cellule, exemple dans les cas d'exocytose, ou vers l'intérieur, on va parler ici d'endocytose. Dans les 2 cas, que ce soit les pompes ou le transport vésiculaire, on allait donc contre le gradient, contre la loi ici, on s'en allait dans l'autre sens, tout simplement. Pourquoi je vous rappelle tout ça? Quand je vais vous montrer les mécanismes de transport, que ce soit de réabsorption pour le glucose ou de sodium et tout ça, on va utiliser un ou l'autre de ces mécanismes-là. Okay? Donc, c'est sûr que si vous les avez en tête, ça va être beaucoup plus facile de comprendre. Okay? Donc là, maintenant, je reviens. Maintenant, je prends pour acquis que tout le monde se souvient des anciens cours de biologie des dernières sessions. Alors là, ce qui m'intéresse pour mon cours aujourd'hui, c'est de comprendre, oui, c'est vrai que le glucose est complètement réabsorbé. On ne l'a pas dans l'urine, mais comment c'est possible? Et ce schéma-là, qui est bien complexe, en fait, illustre un point très simple. On vous montre un premier mécanisme ici, qui va déplacer le glucose vers l'intérieur de la cellule dans la paroi du tubule contourné proximal, et comment on va le sortir vers les capillaires ici. Donc, on voit le dessin ici, là, on est vraiment dans le TCP, le tubule contourné proximal, on est au début du tubule rénal, et il y a des échanges qui vont se faire ici. Pour comprendre, exemple, moi je vais faire un dessin un peu plus simplifié. Je fais un capillaire péritubulaire, donc c'est du sang qui circule ici, circulation sanguine, qui peut faire des échanges avec, exemple, le tubule contourné ici que je pointe présentement à l'écran, que j'encercle, donc ici. Sauf que là, je vais faire un zoom, et la paroi, exemple ici, okay, du TCP, c'est des cellules. Okay? Donc, c'est les cellules qui forment la paroi, comme ça, du tubule contourné, proximal dans ce cas-ci. Autrement dit, ta substance que tu veux réabsorber, donc en d'autres mots, faire passer de ce côté-ci vers le capillaire, vers la circulation sanguine, doit dans un premier cas passer une fois la membrane ici de ce côté-là, tout simplement. Ce qu'on appelle, c'est pas à retenir, mais c'est la membrane apicale. Okay? C'est plus facile de dire apicale que la membrane orientée vers le centre du tubule. Et il faudra passer la membrane basale qui est ici aussi. Okay? Maintenant, il y a un mécanisme de transport qui permet de faire entrer la substance dans la cellule de la paroi du TCP. Il y a un autre mécanisme qui va la faire sortir et là, elle pourra se déplacer vers les capillaires, réabsorption. Et on va évidemment
conserver cette substance-là en circulation sanguine. Donc, on la retire de l'urine carrément. Ce que je veux que tu comprennes, c'est quel mécanisme pour les substances que je te montre aujourd'hui, quel mécanisme de transport va être utilisé pour l'entrée de la substance dans la cellule de la paroi du TCP et quel mécanisme va permettre l'expulsion. Donc, dans le cas du glucose, je vais traiter les protéines après, mais dans le cas du glucose, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une de ces cellules-là et je vais l'agrandir. Okay? Donc, mettons, je vais effacer ça, me faire de la place. Et tout ce qu'il faut comprendre, très simple, en fait, je vais vous donner un truc. Je vais commencer par un petit truc. Souvent, c'est un peu du par cœur, le transport passif-actif. Puis ça devient mélangeant et tout ça, surtout quand je vais introduire les autres substances. Mais si tu te souviens un petit peu d'une chose, tu vas pouvoir le déduire. Mettons, ici, c'est une des cellules de la paroi. Donc, c'est vraiment un peu comme le dessin de ton manuel ici. Ici, je suis à l'intérieur du tubule contourné. Et je vais m'en aller vers les capillaires péritubulaires ici, au niveau sanguin. Là, on est dans le glucose. Donc, j'ai des molécules de glucose qui sont en train de se déplacer vers les autres sections du tubule et qui vont être expulsées dans l'urine. Ce glucose, il est réabsorbé parce qu'on a des transporteurs ici dans la membrane cellulaire. La première chose que je te demande de retenir, c'est de façon naturelle, chez une personne en santé, l'ensemble des cellules de votre organisme a beaucoup plus de glucose à l'intérieur de la cellule, c'est vrai pour à peu près toutes les cellules de votre corps, qu'à l'extérieur. Ça s'explique simplement, les cellules emmagasinent le glucose parce qu'on a besoin de faire de l'ATP. Donc, il y a toujours plus de glucose dans la cellule qu'en dehors. Et si tu retiens ça, ce qui fait tout à fait du sens, parce qu'on a besoin de glucose pour survivre, eh bien, souviens-toi de ta loi de gradient, il était capable de déduire pas mal les mécanismes qui vont être impliqués. Ça va être plus simple à retenir. Donc, normalement, et c'est pas vrai ce que je dis, donc tu retiens pas ça et tu n'écris pas ça dans tes notes, mais normalement, si je respectais la loi de gradient, on l'a dit tantôt, c'est du plus vers le moins, mais dans ce cas-ci, de façon spontanée, le glucose quitterait la cellule du tubule contourné proximal et retournerait vers le tubule. Donc, on retournerait dans le tubule et on expulserait littéralement le glucose dans l'urine. Donc, au contraire, on aurait beaucoup de glucose dans l'urine puis on perdrait notre glucose. Okay? C'est pas ça qu'on veut. Et c'est justement ça. Comment ça se fait qu'on ne perd pas ce glucose-là? Ben, on va dépenser de l'énergie. Ça va nous coûter de l'ATP, mais on va aller contre le gradient. Donc, on va utiliser des transports actifs. C'est ça qui est important de comprendre. Le glucose va pouvoir entrer dans cette cellule de la paroi par transport actif, okay? Contre le gradient, sauf que ça coûte de l'énergie et c'est un mécanisme de transporteur, en fait, un peu comme des pompes. Okay? On ne les appelle pas des pompes comme les pompes sodium-potassium. On va parler ici de saint-porteur, mais ça fonctionne exactement sur le même principe. Un saint-porteur, ça veut simplement dire que c'est un transporteur ou une pompe qui est capable de pomper, déplacer deux substances en même temps dans le même sens. Donc, on voit en fait que ce n'est pas juste pour le glucose. Il y a une autre substance qui va suivre le glucose ici, c'est le sodium. Donc, à ce niveau-là du tubule contourné proximal, les saint-porteurs, c'est des saint-porteurs de type sodium-glucose qu'on a. Et ce que ça fait, c'est quand on active et qu'on dépense de l'ATP par transport actif, hein, on le dit ici, c'est un transport actif contre la concentration. Alors là, on va, contre le sens du gradient, je veux dire, pardon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que le glucose va entrer, mais en même temps, chaque molécule de glucose qui est pompée vers l'intérieur, il y a une molécule de sodium qui est pompée en même temps. Je ne vais pas entrer en détail sur le sujet aujourd'hui. On va revoir ça dans des capsules un peu plus tard. Mais déjà, tu peux comprendre que le fait de déplacer le glucose comme ça peut affecter la natrémie. La natrémie étant la concentration de sodium au niveau sanguin. Donc, évidemment, si à chaque fois que je veux pomper du glucose, je fais rentrer du sodium, ben, je vais avoir une augmentation de sodium au niveau sanguin. Donc, le mouvement de glucose comme ça, de part et d'autre, entrée ou sortie, peut affecter le déplacement du sodium aussi. Mais ça, on va voir ça plus en détail. Pour l'instant, tout ce que je te demande de retenir, c'est que le glucose, quand tu veux le réabsorber, tu commences par utiliser un transport actif, parce que je vais contre le gradient, il y en a moins à l'extérieur qu'en dedans, et là, je vais faire rentrer ce glucose-là qui s'accumule dans la cellule de la paroi. Donc, on rappelle qu'on est toujours dans la paroi du TCP ici. Évidemment, ça va juste ajouter plus de glucose dans la cellule, fait qu'elle devient encore plus concentrée. Et là, je veux faire, en fait, vous voulez expulser le glucose qui s'est accumulé dans la cellule de la paroi du TCP vers les capillaires sanguins.
Et dans ce cas-ci, je vous pose la question, est-ce qu'on suit le gradient, oui ou non? Bien sûr, hein, la loi du gradient du plus concentré vers le moins. J'en ai plus dans la cellule vers le milieu extérieur, qu'il y en a moins. Donc, de façon spontanée, le glucose va sortir en utilisant un mécanisme de transport passif. Tout simplement. Donc, dans ce cas-ci, c'est une diffusion facilitée par transporteur. C'est un moyen passif et le glucose va sortir vers les capillaires péritubulaires et là, on est en circulation sanguine. Donc, c'est très simple, en fait. On dit simplement que on fait entrer le glucose par un transport actif, par un syn-porteur sodium-glucose, et on le fait sortir de l'autre côté, si vous préférez, par un transport passif, une diffusion facilitée par transporteur, et vous avez réabsorbé votre glucose. Et ces transporteurs-là, ces mécanismes de transport actif et passif sont tellement efficaces qu'on arrive dans des concentrations normales de glycémie. C'est pour la culture, c'est pas à retenir, mais on peut aller jusqu'à 9,1 de glycémie, et on en arrive à tout réabsorber. Si votre glycémie dépasse 9, là, ça sera une autre histoire. On ne sera pas capable de tout réabsorber et il y aura un excédent. L'excédent ou le surplus se ramassera dans l'urine. Mais chez une personne avec une glycémie normale, c'est ce qui se passe. Maintenant, pour les protéines, c'est simple, c'est à peu près la même chose. Sauf que vous n'avez pas d'image dans votre livre pour vous aider, mais c'est le même principe, avec une petite nuance en fait. Mais le concept est assez similaire. Donc, je redessine une cellule de la paroi du TCP. Et là, ici, dans le tubule, j'ai des acides aminés ou parfois même des petites protéines qui n'ont pas été complètement digérées, qui sont de 2 ou 3 acides aminés, exemple. Et même principe, on va faire entrer des acides aminés ou les petites protéines par un transport actif. Je vais donc, encore une fois, tout comme le glucose, les protéines, c'est précieux, donc, ou les acides aminés, c'est précieux, donc on va contre le gradient. C'est pour ça que j'utilise un mécanisme de transport actif. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas des syn-porteurs, c'est un transport vésiculaire, comme je vous l'expliquais tantôt dans le petit rappel. Donc ici, c'est des vésicules, et plus particulièrement, quand on parle de transport vésiculaire, vous avez toujours le choix entre exo ou endocytose. Comme je fais pénétrer à l'intérieur de la cellule cette substance, on va parler d'endocytose. Et quand vous voyez le terme pinocytose, c'est simplement un type d'endocytose. Quand on parle de pinocytose, on parle de parfois de phagocytose, pinocytose, mais pinocytose, c'est simplement un transport vésiculaire qu'on associe souvent à des molécules un peu plus liquides et tout ça. Donc, là, vous allez me dire, les acides aminés, c'est pas liquide. Non, mais c'est souvent dissous dans une molécule d'eau et tout ça. Mais peu importe, vous me dites endocytose ou pinocytose, là, c'est correct pour moi, ça fait du sens. Et ça va entrer à l'intérieur comme ça. Les acides aminés vont s'accumuler ici dans la cellule, qui était déjà riche en acides aminés, et la sortie va se faire vraiment facilitée, donc passif, par transporteur. Donc, c'est pratiquement la même chose, sauf pour deux différences, si je compare avec le glucose. Première différence, c'est vésiculaire, donc c'est de l'endocytose, même si c'est du actif, c'est un transport un petit peu différent du glucose. Tantôt, c'était des syn-porteurs. Oui, les deux sont actifs, mais ce n'est pas tout à fait le même mécanisme. Et la particularité des protéines, c'est que souvent, je ne dis pas que c'est rare, mais très souvent, elles ne sont pas sous forme d'acides aminés, donc uniques. Hein? On se souvient que c'est un monomère de 1. Tu as des grandes protéines qui peuvent avoir 500, 1000, 3000 acides aminés, donc il faut les digérer. Mais souvent, la digestion est incomplète, puis ils vont rester accrochés par 2, 3, 4, parfois 8, 9 ou 10 acides aminés. Donc, ils sont tout petites. Ces petites protéines, on peut les déplacer par des vésicules comme ça, par endocytose. Mais avant de les ressortir, il va y avoir une digestion qui va se faire. Donc, on a des enzymes à l'intérieur de la cellule de la paroi du TCP qui va digérer comme ça, tout simplement, ces petites mini-protéines pour les remettre sous forme de monomères, de blocs uniques et qu'on appelle des acides aminés. Et c'est vraiment des acides aminés qui, par transport passif, retournent en circulation sanguine dans le capillaire péritubulaire. Donc, deux mécanismes assez similaires pour les substances qui sont complètement réabsorbées. Point suivant, là, je vais te parler des substances partiellement réabsorbées. Donc, la première chose que je veux que tu saches, ces substances-là ici, donc que ce soit l'eau ou tous les électrolytes que vous connaissez, donc petits ions chargés qui sont solubilisés dans l'eau, sodium, potassium, peu importe, Na+, K+, aussitôt qu'il y a une charge positive ou négative, comme l'ion bicarbonate, c'est des substances
partiellement réabsorbées. Et comme je le disais précédemment, c'est souvent des substances, en fait, la plupart des substances sont souvent partiellement réabsorbées. Donc, c'est assez facile à retenir, évidemment. Comme je le disais tantôt, l'eau, on va voir ça dans une autre capsule, où en fait, c'est la capsule 3B, tous les mécanismes de réabsorption de l'eau. Ça, c'est très important. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment, on ne va pas tout voir les mécanismes, parce que c'est des mécanismes parfois qui sont différents, OK, pour toutes ces substances-là, mais il y en a une qui est particulièrement importante qu'on va traiter dans le cours, c'est le mécanisme de réabsorption du sodium, qui peut être contrôlé aussi par des hormones que vous connaissez bien, qu'on a déjà vu plusieurs fois dans le cours. Donc, ça va être le dernier sujet de la capsule aujourd'hui. Gardez en tête au niveau de la réabsorption du sodium, c'est que c'est un petit peu différent de ce que vous avez vu avec le glucose ou les acides aminés. Donc, dans le cas du glucose, les acides aminés, la majeure partie de ces nutriments-là, vont être réabsorbés dans la première section du néphron, c'est-à-dire le tubule contourné proximal. Maintenant, le sodium, c'est un petit peu différent. Lui, il va être réabsorbé tout au long du tubule, tout au long du néphron. Donc, aussi bien dans la première section, le contourné proximal, que l'anse, et également dans le tubule contourné distal. En plus, ce qui est un peu peut-être surprenant pour vous, c'est que les mécanismes biologiques qui vont permettre la réabsorption dans le tubule contourné proximal sont différents au niveau du proximal versus l'anse ou le tubule contourné distal. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes mécanismes biologiques qui sont impliqués. Et ça va être important de bien les saisir parce que je vais terminer un petit peu ce segment-là avec les mécanismes d'action des diurétiques que vous utilisez en soins infirmiers pour ajuster la pression du patient. Et si vous connaissez bien vos mécanismes, bien, vous allez réaliser que finalement, vos diurétiques, la plupart d'entre eux sont divisés en deux classes. Soit que vous ciblez les mécanismes biologiques qui se produisent dans l'anse, soit que vous utilisez une autre catégorie de médicaments qui va cibler la réabsorption du sodium au niveau du contourné distal. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose et on va réaliser tantôt que finalement, selon la classe de médicaments que vous utilisez, il peut y avoir un impact biologique aussi qu'il faudra garder en tête. Donc ça, on en parlera un petit peu à la fin. Fait que votre première mission, c'est de bien comprendre les trois mécanismes impliqués au niveau du sodium et ensuite, avec ces nouvelles notions-là, être capable un petit peu de m'expliquer finalement comment vos diurétiques fonctionnent et c'est quoi les nuances un petit peu entre les deux classes de médicaments. Première chose qu'il faut garder en tête, la majeure partie de votre sodium, donc le chiffre n'est pas à retenir, mais pour vous donner une idée, c'est à peu près 65% du sodium qui est réabsorbé dans le tubule contourné proximal, donc la première section du tubule du néphron. Et ça, c'est pas écrit, mais je voudrais que vous gardiez en tête que finalement, on a très peu de contrôle biologique ici. Ça se fait automatiquement, sans aucune nuance ou variation. Autrement dit, contrairement, exemple, à ce qui va se passer dans le distal, où là, c'est plus facultatif, ça prend certaines hormones pour pouvoir réabsorber ou non le sodium. Dans la première section, ça se fait automatiquement. Peu importe ce que vous vivez, peu importe que vous soyez déshydraté ou pas, problème de pression ou pas, hypo ou hypernatrémie, donc hausse ou baisse du taux de sodium sanguin, ça n'a à peu près aucun impact sur ce qui se passe dans le proximal. Ça se fait de façon automatique 24 heures sur 24. Tout le sodium qui sera filtré au niveau du glomérule et qui passe dans le tubule contourné proximal sera nécessairement réabsorbé. C'est par des mécanismes de transport passif-actif, ce que vous avez déjà vu dans les cours précédents et même à la dernière session. Donc, je vous expliquerai ça en détail dans quelques secondes, mais en gros, ça se fait par des transporteurs et le nombre de transporteurs, je devrais dire, est quand même assez stable. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de variations. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, c'est que, bon, parfait, on réabsorbe 65% du sodium. Ça veut dire que ce sodium-là passe du proximal au vaisseau sanguin, notamment le capillaire péritubulaire. Parfait. La question à 100 places, bien, le reste, qu'est-ce qui arrive? Donc, à peu près le quart du sodium qui reste finalement, va être absorbé au niveau de l'anse. On verra aussi que c'est des mécanismes de transport passif-actif, mais un petit peu différents. En fait, on va fonctionner un petit peu à l'inverse de ce qui se passe dans le proximal. On va voir ça à la prochaine diapositive. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est quand on arrive dans le distal, donc tubule contourné distal, qui est la dernière section du tubule, du néphron. Et contrairement à ce qui se passe au niveau du proximal, quand on arrive à la fin, on vous dit que c'est en fait une réabsorption qui est quand même facultative. Pourquoi? C'est pas écrit, mais moi je l'explique comme ça. C'est que dans le fond, c'est pas sûr que vous allez en faire. Donc, au proximal et dans l'anse, ça se fait pas mal tout le temps, la réabsorption à ce niveau-là.
Mais dans le tubule contourné distal, des fois on le fait, des fois on ne le fait pas, ça dépend de la situation. Vous pouvez avoir des problèmes de pression sanguine, vous pouvez être déshydraté, vous pouvez avoir des problèmes de sodium à la hausse ou à la baisse, donc hyper ou hyponatrémie. Donc, selon la situation que vous vivez, ou vous pouvez juste être normal pour ces paramètres-là, mais selon ce que vous vivez, on peut, oui ou non, produire une hormone qui s'appelle l'aldostérone. Et si vous en faites, l'aldostérone, on l'a déjà vu dans d'autres contextes, en gros, elle va jouer sur la réabsorption du sodium au niveau du tubule contourné distal. C'est à peu près, encore une fois, les chiffres ne sont pas à retenir, c'est juste pour vous donner une idée, mais c'est à peu près 10% du sodium qu'on peut aller chercher. Et quand je dis c'est facultatif, ben, si vous faites de l'aldostérone, vous allez chercher ce 10% de sodium, donc on va le récupérer, et on sait que l'eau va suivre le sodium, donc on réabsorbe ici le sodium, et on sait que par osmose également, l'eau va suivre le sodium. Donc l'aldostérone, on l'a vu surtout dans un contexte de réabsorption d'eau, mais il ne faut pas oublier qu'on réabsorbe le sodium aussi, on va jouer sur le transport du sodium, et c'est vrai que la conséquence, c'est que l'eau va suivre le sodium. Donc, évidemment, si vous faites de l'aldostérone, vous allez chercher ce 10% de sodium qu'on retourne dans le sang, on le réabsorbe, donc il y aura moins de sodium dans votre urine, et vous récupérez l'eau aussi par osmose en même temps, donc un peu moins d'eau dans l'urine aussi, ce que vous saviez déjà en fait, si vous aviez vu les dernières capsules. Maintenant, si vous ne faites pas d'aldostérone, ben, le sodium reste tout simplement dans le tubule contourné distal, s'en va dans le collecteur, dans l'urine, et l'eau va rester, va suivre, une partie de l'eau suit le sodium dans l'urine, donc un volume un peu plus important d'eau. Et en fait, vos médicaments vont jouer surtout, quand on parlera de diurétique, au niveau de l'anse, au niveau du distal. Donc, c'est là qu'on va travailler en fait. Avant d'aller là, je vous explique un petit peu ces trois sections, ok? Donc ces trois mécanismes d'action. Donc je commence par le proximal, et si vous n'avez pas le schéma de néphron en tête, j'en fais un juste un petit peu sur le côté pour vous rappeler de façon symbolique. Ce néphron, donc on se souvient que le TCP, le proximal, c'est la première section. J'ai l'anse qui est ici, qui a trois sections, une branche qui descend, on appelle la branche descendante, l'anse en fait ici, et la branche ascendante qui monte, et à la fin, j'ai le tubule contourné distal qui va se projeter dans le collecteur, et évidemment, ici, ça va être la future urine qui va continuer son trajet. On se souvient également, ici, j'ai le glomérule où on va filtrer. Donc, on a déjà beaucoup parlé de filtration dans les capsules ou dans le cours, donc la question ici, c'est que le sodium qui passe, dans un premier temps, bien, cette quantité de sodium-là, ici, je vais aller en récupérer 65% vers les vaisseaux sanguins. Donc, on peut imaginer, je ne les dessine pas, là, mais les capillaires péritubulaires ou vasorecteurs qui passent près de l'anse. Donc, on retourne le sodium vers le réseau sanguin. Et c'est ce qu'on vous illustre ici. Donc, c'est peut-être pas évident le dessin de votre manuel, tout simplement parce que c'est comme un agrandissement, un zoom. Mais ce qu'il faut comprendre ici, où je fais ma flèche, c'est simplement l'intérieur du tubule contourné proximal. Donc, si vous ne l'aviez pas compris, ici, c'est le TCP, évidemment. Les cellules ici, que je pointe présentement en bleu, c'est en fait les cellules de la paroi du tubule contourné proximal. Et j'ai le vaisseau sanguin ici. Donc, dans ce cas-ci, ce serait le capillaire péritubulaire. La question, bien, comment on fait pour récupérer le sodium vers le sang, ce qui est la définition même de la réabsorption? Donc, première des choses, je veux que vous compreniez, puis je l'ai encadré ici parce que ça va vous aider à comprendre. Vous avez deux choix ici. Soit que vous l'apprenez par cœur, puis vous le savez, puis c'est parfait, bien que c'est un petit peu mélangeant. Puis, c'est pas nécessaire, mais ça peut vous aider si vous comprenez un peu pourquoi on utilise des mécanismes actifs ou passifs. Ben, il y a une justification à ça, puis ça peut vous aider à le retenir. En fait, il faut que tu te souviennes un petit peu de ta loi de gradient. Ça veut dire qu'à part de l'eau qui fonctionne par osmose, tous les éléments de votre corps fonctionnent sur la loi de gradient, okay, qui est tout simplement, je vous le rappelle, on en a parlé beaucoup dans le cours, mais juste se souvenir que finalement, les molécules comme le sodium, le glucose, peu importe, l'oxygène, se déplacent toujours de l'endroit où il y en a le plus, où c'est le plus concentré, vers l'endroit où il y en a le moins. Okay? Et évidemment, si on réfléchit un petit peu, tu viens de filtrer ton sodium. Donc, le tubule est très riche en sodium. On peut dire qu'il est très concentré en sodium ici. Donc, selon la loi de gradient, ben, on comprend bien que dans la cellule de la paroi, il y en a plus ou moins, ben, il y en a moins. C'est écrit dans votre livre ici, je l'encercle, qu'une faible concentration de sodium. Donc, on se dirige de façon naturelle
en respectant la loi de gradient, du plus concentré vers le moins. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que le sodium ici va entrer finalement de façon passive. Je l'écris ici en rouge. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est des transporteurs. Ici, dans ton livre, il parle de transporteurs. Nous, on aurait plutôt dit canal. Hein. C'est la même chose qu'avec les influx nerveux que vous avez étudié la dernière session. Donc, des protéines canal qui sont toujours ouverts comme ça. Et ça aussi, c'est pour votre culture, mais ceux qui ne comprenaient pas pourquoi ça se fait automatiquement et tout, puis qu'on n'a pas vraiment de contrôle, c'est très simple, c'est que le nombre de canaux qui est toujours ouvert, je n'ai pas de neurotransmetteur de voltage ici, hein, ceux qui se souviennent de l'influx nerveux, ça n'a aucun rapport, c'est des canaux toujours ouverts. Donc, aussitôt qu'il y a du sodium, tant que je respecte la loi de gradient, ça veut dire que tant qu'il y en a plus dans le tubule ici qu'à l'intérieur de la cellule, ça va rentrer de façon spontanée. Chez une personne en santé, si on a des pathos qui fait que les concentrations s'inversent, ça se pourrait qu'il y en ait plus en dedans de la cellule, là, ça sortirait, ce qu'on ne veut pas évidemment, c'est pas normal. Donc, chez une personne en santé, on vient de filtrer dans le glomérule. Le sodium arrive par ici avec la flèche. Comme j'en ai plus dans le tubule, à l'intérieur du tubule contourné proximal que l'intérieur de la cellule, de façon spontanée, le sodium se déplace vers la cellule. Et c'est pour ça qu'on vous dit que le mécanisme d'entrée, de réabsorption, se fait en deux temps, en fait. On doit récupérer le sodium dans la cellule, donc par mécanisme passif, avec les canaux. Et ensuite, pour sortir, ça va être de façon active. Et ça peut vous ça peut vous induire en erreur, parce que là, vous vous dites, ben là, si j'ai du sodium qui rentre dans la cellule, il va s'accumuler ici dans la cellule. Et vous avez tout à fait raison. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans le liquide interstitiel, donc le liquide dans lequel vont baigner les cellules, les néphrons et tout ça, c'est très riche en sodium. Okay? C'est des quantités astronomiques, on va dire ça comme ça. Fait quand même bien que je récupère le sodium au niveau du tubule contourné proximal vers la cellule ici de la paroi, oui, ça va augmenter, mais jamais de façon supérieure à ce qu'il y a à l'extérieur ici dans le liquide interstitiel. Et là, je donne des chiffres complètement faux, c'est juste pour les gens qui ont de la misère à visualiser. Si j'ai 2 molécules ici, j'en ai 500 ici, et j'en ai 30 ici, j'en récupère 30, je suis rendu à 32. C'est vrai que 32, c'est beaucoup plus fort que 2, mais ça reste quand même inférieur à ce qu'il y a dans le liquide interstitiel. Et c'est pour ça que pour expulser le sodium de la cellule, ici de la paroi, vers les vaisseaux sanguins, je suis obligé de prendre des transporteurs actifs. C'est littéralement des pompes que vous avez déjà étudiées dans la session, les pompes sodium-potassium. Je ne parlerai pas du potassium pour maintenant, mais gardez en tête qu'on va simplement pomper le sodium contre le gradient. Ça va coûter de l'énergie, évidemment, parce que je suis un mécanisme actif, mais c'est du transport actif, et c'est de cette manière qu'on finira par réabsorber complètement, en fait à 65%, le sodium qui aura été filtré, et on le retourne vers le vaisseau sanguin. Donc là, j'ai dit beaucoup de choses, mais en fait, ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que quand tu es dans la première section du tubule, donc le contourné proximal, on va récupérer par des canaux, c'est du transport passif. Donc le sodium entre comme ça par passif, il ressort par des pompes, donc un transporteur actif contre le gradient qui coûte de l'énergie, et là je retourne dans les capillaires péritubulaires, dans le réseau sanguin finalement, et c'est comme ça que vous récupérez une partie de votre sodium, retourne en circulation sanguine. Si ça c'est clair, c'est suffisant, je ne demande pas rien de plus. Okay? Donc ça explique un peu ce qui se passe dans la première partie du tubule. Maintenant, la question, c'est de savoir, au niveau de l'anse, comment ça fonctionne. Donc, deuxième partie, là, évidemment, ce que je veux que tu retiennes, première des choses, si j'avais beaucoup de sodium comme ça, dans le tubule contourné proximal et que je le récupère vers le réseau sanguin, je pose la question, est-ce qu'il en reste plus dans le tubule ou moins? Bien évidemment, si j'ai été chercher 65% de mon sodium et je le retourne vers le vaisseau sanguin, bien évidemment, il m'en reste moins ici. Donc, c'est là que la réabsorption du sodium va se faire d'un mécanisme complètement inversé. Alors qu'au début, j'en ai beaucoup. Ici, je n'ai pas beaucoup. Fait qu'au lieu de rentrer par un transport passif, on va utiliser un transport actif. Je vous explique ça dans quelques secondes. Juste mettre au clair que 2-3 petites choses, là, pas qu'on travaille pour rien. La branche descendante, donc celle-ci, au niveau de l'anse, est complètement imperméable au sodium. Le sodium, il n'y a aucun transporteur, il n'y en aura jamais. Ni de pompe, ni de canaux, donc on ne peut pas récupérer le sodium ici. Il y a juste l'eau qui peut passer, on a des aquaporines pour faire passer l'eau, mais imperméable au sodium. Par contre, quand j'arrive dans la branche ascendante, c'est imperméable à l'eau. L'eau ne pourra jamais passer par ici.
Par contre, on peut transporter du sodium. Donc, en fait, le sodium, c'est juste une partie de l'anse. C'est surtout ça que je vais vous expliquer. Et c'est la branche qui monte, donc la branche ascendante. Oups, un petit problème d'écriture avec le crayon, mais c'est pas grave, vous comprenez, c'est ascendant. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, je ne veux pas rentrer plus en détail, mais les gens qui vont lire un peu le manuel, le fait que ce soit imperméable ou perméable à l'eau et au sodium selon la section, ça crée une espèce de mécanisme à contre-courant extrêmement important pour le déplacement d'eau et de sodium. C'est un mécanisme extrêmement complexe qu'on ne voit pas du tout au niveau collégial. Donc, on n'ira pas dans ce détail-là. Fait que les deux premiers points, pour moi, permettrait de vous expliquer ça. Ça reste de l'ordre culturel. Ah, tiens, c'est imperméable, perméable, c'est étrange. Bon, pourquoi, on ne sait pas trop. Mais ce qui est surtout important pour notre cours, c'est le dernier picot ici. C'est que c'est vraiment, si je te pose la question, comment on réabsorbe le sodium dans la branche ascendante de l'anse? Ben, c'est complètement le contraire finalement de ce que je viens d'expliquer. Fait que si je refais un dessin rapidement du néphron, j'ai le TCP ici, on en a déjà parlé. Mais si je reviens au niveau de l'anse ici, comment ça va fonctionner? Eh bien, tout simplement, comme il me reste très peu de sodium ici, et qu'il y en a plus dans les cellules de la paroi, ben, on va entrer par des mécanismes actifs. Donc, encore une fois, ça peut être des pompes, il peut y avoir d'autres types de transporteurs, qui ne sont pas à l'étude, mais on comprend que ça rentre de façon active. Et si je passe à la prochaine diapositive, en fait, je vais le faire ici, c'est plus simple. Donc, on rentre de façon active, mais pour retourner au niveau des vaisseaux sanguins, donc ici, on serait plus au niveau de la vasa recta, c'est un peu comme le capillaire péritubulaire, mais peu importe, on va sortir donc de manière un petit peu différente. Et dans ce cas-ci, on va sortir donc par mécanisme actif également. Comme je l'ai dit, c'est plus concentré ici, mais même si on récupère comme ça reste toujours, comment je dirais, moins concentré que ce qu'il y a à l'extérieur de la cellule. Donc ça vous surprend parce que souvent quand on parle de réabsorption des nutriments qu'on utilise dans le cours, c'est souvent l'inverse. On rentre, mettons, de façon passive, on sort actif, puis si on rentre actif, on sort passif. Mais là, dans les deux cas, c'est actif-actif, ce qui est un peu exceptionnel. Donc, une fois que vous savez ça, ben, vous êtes correct. Okay? Maintenant, dernière section. Ici, c'est assez intéressant parce que là, on est dans le contrôle hormonal. Je pense que dans les deux premiers cas, vous avez bien compris que ça n'a aucun rapport avec les hormones. Ça se fait de façon plus ou moins spontanée selon le gradient de concentration avec les transporteurs, les canaux et les pompes. Okay? Maintenant, si vous ne faites pas d'aldostérone, le sodium qui reste, qui n'a pas été réabsorbé au niveau du proximal ou de l'anse, va passer tout droit, se ramasse dans le collecteur et s'est éliminé dans l'urine. Sous certaines conditions, on peut produire de l'aldostérone et je l'ai dit tantôt, donc sodium, l'eau suit le sodium par osmose, mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que l'aldostérone a le pouvoir d'augmenter le nombre de canaux de pompe, donc peu importe, on favorise le transport passif ou actif du sodium au niveau du tubule contourné distal. Et si vous aviez quelques canaux ou pompes, c'est correct, mais on peut doubler, tripler, voire en avoir 10 fois plus. Donc, évidemment, on comprend que plus que tu as de pompes ou de canaux, ben, tu vas aller chercher plus de sodium du distal vers les vaisseaux sanguins. Là, on retourne vers les capillaires péritubulaires. Ce qui est hyper important, on n'a pas parlé beaucoup dans le cours, on parle souvent de transporteurs ou de pompes, donc qui ont une double spécificité. Ça veut dire qu'on est capable de déplacer deux substances en même temps, des fois dans le sens inverse, des fois dans le même sens. Mais ce qu'il faut comprendre généralement, c'est que si l'aldostérone permet d'augmenter les pompes de sodium, exemple, on augmente en contrepartie l'élimination des ions potassium. Évidemment, c'est des pompes. Il peut y avoir d'autres choses, mais souvent, c'est des pompes sodium-potassium. Donc, pendant que je pompe le sodium d'un bord, je récupère le sodium vers les vaisseaux sanguins. Ben, en même temps, pour un sodium qui rentre, ben, je vais éliminer, en fait, son rapport de 2-3, mais peu importe. S'il y en a un qui rentre, l'autre sort. C'est juste ça que je veux faire comprendre, peu importe le nombre, c'est qu'on roule en sens inverse. Pendant que je récupère le sodium, ben, à chaque sodium qui rentre, je vais sortir vers l'urine un potassium.
Et c'est vraiment le mouvement inverse. On le voit un petit peu, là, ça peut être mélangeant dans votre manuel parce qu'il y a beaucoup de flèches et tout ça. Mais on voit vraiment bien. Donc, ce que je fais avec la flèche en rouge ici, c'est le réseau sanguin, évidemment. C'est le capillaire péritubulaire. Ici, je suis dans le tubule contourné distal pour qu'on puisse bien se situer. Et l'idée, c'est que le sodium qui est récupéré comme ça vers le vaisseau sanguin, on voit que le potassium s'en va de l'autre bord. Donc, c'est vraiment à sens opposé. Je vous demande juste de garder ça en tête. Ça va avoir un impact tantôt assez important quand on va étudier les différents médicaments qui ajustent certains problèmes de la pression. À l'inverse, vous pouvez faire une hormone qui s'appelle la FNA. C'est souvent un diurétique naturel, la FNA. Elle permet d'éliminer l'eau. Comment c'est possible? Bien, c'est très simple. C'est une hormone qui vient bloquer la production d'aldostérone. Donc, si ça ne se fait pas, bien évidemment, ce que ça va faire, c'est que vous arrêtez de récupérer le sodium. Donc, ce 10% de sodium que tu serais capable d'aller chercher reste dans le tubule contourné, va rester dans le tubule collecteur, donc se ramasse dans l'urine. Et comme l'eau suit le sodium par osmose, bien, si j'ai plus de sodium dans le collecteur et l'urine, l'eau a tendance à se ramasser dans le collecteur et dans l'urine, donc tu augmentes la quantité d'eau dans l'urine et tu as moins de liquide qui te reste dans les vaisseaux sanguins. Donc, si on se souvient du début de la session, quand on était dans le cardiovasculaire, bien, vous comprenez que la FNA, on la faisait pour diminuer la pression artérielle. C'est un problème d'hypertension, tu fais de la FNA, tu urines plus, tout simplement parce que tu bloques justement la réabsorption du sodium dans le distal. Et si tu bloques la réabsorption du sodium, ça reste dans l'urine, puis l'eau va suivre par osmose, tout simplement. OK? Donc, en gros, si je résume tout ce que je viens de dire, avant de parler des médicaments, dessin plus ou moins bien fait, mais il schématise donc assez bien. Donc, j'ai les vaisseaux sanguins ici, le capillaire péritubulaire au niveau qui permet les échanges au niveau du proximal, péritubulaire encore au niveau du distal. Ce vaisseau sanguin, je ne suis pas capable de le dessiner ici, mais on imagine très bien qu'il va descendre et suivre la forme de l'anse, ce qu'on appelle la vesa recta, mais qui est essentiellement le prolongement du capillaire péritubulaire. Donc, le concept, c'est qu'on fait des échanges entre soit le capillaire péritubulaire ou vesa recta et les différentes sections du tubule. Là, aujourd'hui, c'est le sodium que je vous parle. Donc, on a vu dans un premier temps que si tu es dans la première section du tubule, ça se fait de façon particulière en ce sens que la majeure partie du sodium va être récupérée ici vers le capillaire sanguin. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on utilise des canaux ouverts par transport passif, récupère le sodium pour entrer dans la cellule. Ça va sortir par transport, on ne l'a pas écrit ici, mais si on revise, ça sort par actif et on retourne dans le vaisseau sanguin. Maintenant, ce que j'ai fait il n'y a pas très très longtemps, quand on arrive au niveau de l'anse, on rentre par un transport actif, ça sort par un transport actif, je retourne vers les vaisseaux sanguins. Et ce que je viens de parler, bien, le sodium qui reste ici, il m'en reste très peu, évidemment, mais le 10% est suffisant pour avoir un impact. Donc, si je fais de l'aldostérone, on récupère le sodium ici, mais le K+, va sortir de l'autre bord, évidemment. Sauf que je viens récupérer le sodium, puis c'est vrai que la conséquence de ça, c'est que l'eau qui traîne dans le tubule ici va suivre le sodium. Si tu ne fais pas d'aldostérone, tout reste dans le tubule et ça se ramasse dans l'urine. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on va récupérer le sodium. Maintenant, pour terminer ce petit segment-là, ce qui est important pour vous autres de retenir, bon, vous avez vos notions de bio, puis c'est de comprendre un peu les médicaments qu'on va vous faire étudier en soins infirmiers et que vous allez beaucoup utiliser. Donc, souvent, en soins, ils vont vous parler de diurétique de l'anse ou diurétique un peu, en fait, qui va plutôt cibler l'aldostérone. C'est en fait des inhibiteurs d'aldostérone. Et l'idée, bon, si vous travaillez déjà en milieu, souvent, j'ai des étudiants qui, dès leurs premières années d'études, travaillent déjà dans le milieu. Fait que ça se peut que tu aies déjà entendu parler de Lasix ou Burinex, qui sont deux marques très populaires de diurétiques. Aldactone aussi. Tu sais, c'est le fun quand tu commences à connaître ta bio, parce que aldactone, aldostérone, ça sonne pareil. Donc déjà, tu sais que le Lasix, aldactone ne fonctionne pas à la même place. Puis, ben, l'aldactone va faire de quoi l'aldostérone que je vais t'expliquer dans quelques secondes. OK? Mais avant de vous expliquer ça, il faut garder en tête pourquoi vous donnez des diurétiques, parce que sinon, tout ça, ça devient un peu inutile. Donc, généralement, et c'est clair, tu peux donner des antidiurétiques aussi, mais ça, c'est une autre histoire. C'est d'autres problèmes de pression et tout ça, j'en parle pas aujourd'hui, c'était dans le cardio, là, donc là, aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Si vous donnez des diurétiques, généralement, c'est des patients qui ont de l'hypertension. Donc, ça veut dire que la pression artérielle est très forte.
Ton objectif, c'est de baisser sa pression artérielle. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, en gros, si je résume ça, ton objectif, et ça c'est important de le garder en tête, parce que sinon le point 1 et le point 2 deviennent pas mal compliqués pour rien. Ton objectif principal, c'est d'augmenter la production d'urine. Diurétique, diurèse, ça veut dire production d'urine. Donc, si tu fais uriner ton patient, littéralement, c'est ce que vous faites avec vos médicaments, il va uriner beaucoup plus. On est d'accord qu'en augmentant le volume d'eau dans l'urine, ben, il te reste moins d'eau dans le corps. Donc, ça diminue ton volume d'eau dans le sang. Si tu diminues ton volume d'eau dans le sang, tu as moins de liquide dans les vaisseaux sanguins, ça pousse moins fort. C'est une façon de diminuer ta pression artérielle. Il y a d'autres mécanismes. Tu peux donner des bêta-bloquants que j'ai sur le cœur et des choses comme ça, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, là, littéralement, tu donnes 2 classes de médicaments qui ciblent les reins pour produire une augmentation du volume urinaire, ce qui te permet de diminuer le volume sanguin et de diminuer la pression artérielle, ce qui est ton objectif finalement, parce que tu veux que la pression revienne à la normale. Pression élevée redevient plus faible jusqu'à temps que le patient atteigne une pression souhaitable, donc près des normales. L'idée, maintenant, pour faire uriner ton patient, c'est simple. Ta première classe de médicaments, ce qu'on appelle les diurétiques de l'anse, ben, va agir sur le mécanisme de transport du sodium au niveau de l'anse qu'on vient d'étudier. Et si tu donnes de l'aldactone, exemple, ben là, tu viens bloquer le phénomène qui se passe dans le tubule contourné distal, donc réabsorption du sodium au niveau du distal, je disais. Donc, tout simplement, tu bloques l'effet de l'aldostérone. Première des choses, ce que je ne t'ai pas dit tantôt, puis qui est peut-être un peu nouveau pour toi, c'est que le transport actif du sodium dans l'anse, ça peut fonctionner par des pompes. Hein, je l'ai dit ça un petit peu tantôt. J'ai donné cet exemple-là parce que vous les avez beaucoup étudiés dans votre première année de cégep, pompe sodium, potassium, mais il y a d'autres transporteurs. Donc, il y a des symporteurs. Ça veut simplement dire que c'est des transporteurs qui déplacent 2 substances dans le même sens. Et ça, c'est crucial pour le milieu médical. Il faut comprendre que dans l'anse, de façon naturelle, on utilise souvent des symporteurs. Il y en a beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il y a des pompes. Il n'y a pas de pompes. Il y en a. Mais c'est beaucoup des symporteurs. Le problème, c'est que les symporteurs déplacent le potassium dans le même sens que le sodium. Et si je fais un dessin pour illustrer ça, mettons, je suis dans l'anse ici, bien, chaque sodium que je récupère vers la vasa recta, donc le réseau sanguin, dis-toi qu'il y a un potassium qui suit. Un sodium qui rentre dans le sang, un potassium. C'est pas trop problématique quand vous le faites de façon naturelle, mais si vous donnez du Lasix ou du Brunex à des concentrations qui est plus élevée que ce qui est naturel, ce qu'on produit normalement, vous forcez littéralement, en fait, vous bloquez ce phénomène-là. Et ce que ça va faire, c'est que vous donnez des inhibiteurs. Hein, le mot ici, au premier picot, très important, c'est empêche. Donc, si tu donnes du Lasix, tu empêches la récupération de sodium, je te pose la question, comme c'est des symporteurs, puis tu viens les bloquer, puis ils ne font plus le travail, le sodium ne va pas entrer. Mais qu'est-ce qui arrive au potassium? Le potassium ne rentre pas non plus. Donc, sodium, potassium reste dans le tubule ici et va se ramasser dans l'urine. Autrement dit, ce que ça fait, comme ton sodium n'est plus réabsorbé, on pourrait résumer ça en un mot, tu augmentes la quantité de sodium, puis je mets en parenthèse, le potassium suit parce que c'est des symporteurs, mais pour l'instant, vous parlez de sodium. Donc, ton sodium augmente dans le tubule, dans le néphron. Donc, tu vas en avoir plus dans l'urine. Pourquoi tu soulages la pression du patient? Bien, ce qui va arriver, si j'ai plus de sodium dans l'urine, l'eau par osmose va vers le plus concentré. Comme dans le tubule, je deviens plus concentré, l'eau va tout simplement aller dans l'anse, dans le tubule contourné distal, et ça augmente le volume d'urine chez le patient. Et je rappelle que c'était ton premier objectif. Tu fais uriner le patient pour diminuer le volume sanguin. Le problème, c'est qu'il va y avoir plus de potassium aussi dans l'urine. Et je te pose la question, si tu as plus de potassium dans l'urine, est-ce que tu en as plus ou moins dans le sang? Bien, littéralement, tu en as moins dans le sang parce que c'est une perte. Tout ce qui se ramasse dans l'urine ne sera pas dans le sang. Donc, c'est pour ça que c'est un médicament qui favorise des états d'hypokaliémie chez le patient, ce qui est très sérieux comme état. Tu peux baisser un peu le taux de potassium sanguin, mais vous le savez, vous l'avez étudié en cardio,
le sodium, le calcium ou le potassium, des variations à la hausse ou à la baisse peut provoquer des problèmes cardiaques, des arrêts cardiaques, des choses comme ça. Et je vous avais dit à l'époque, ben, le potassium, les trois, on n'en veut pas de problème, mais le potassium, c'est celui à surveiller parce que c'est des micro-variations. C'est celui que tu as besoin de moins de variations pour avoir un impact cardiaque qui peut être risqué. Donc, ce qu'il faut garder en tête, ben, contrairement à la deuxième classe de médicaments, cette classe-là, il faut faire attention parce que ça désajuste le niveau de potassium. C'est un effet secondaire du médicament. Fait que si je résume tout ça, c'est très simple finalement. Tu veux faire uriner le patient pour baisser la pression, tu donnes des diurétiques de l'anse, ça empêche la réabsorption du sodium au niveau de l'anse. Comme le sodium n'est pas réabsorbé, il va rester dans le tubule. Ton tubule devient plus concentré en sodium parce que tu ne le récupères pas. Ceux qui ont besoin de chiffres, ben, c'était à peu près le 35% qui était normalement récupéré là. Ben, il reste tout simplement dans le tubule puis il va se ramasser dans l'urine. Et par osmose, comme tu as un 35% de sodium de plus dans ton tubule, ben, l'eau va vers le plus concentré. L'eau, littéralement, quitte le liquide interstitiel pour entrer à l'intérieur du tubule, ce qui fait uriner. Donc, techniquement, le patient urine beaucoup de sodium qui aurait dû réabsorber et l'eau qui suit par osmose. C'est juste ça. Et l'idée, ben, si tu urines plus, tu as moins de liquide, donc moins de pression dans les vaisseaux sanguins, et tu viens de baisser la pression de ton patient. Ça, c'est le mécanisme de base. Maintenant, ce que je veux que tu gardes en tête, c'est que souvent en soins, quand vous arrivez en troisième année, ils vont vous demander, certains profs demandent, ben OK, mais pourquoi il faut surveiller la kaliémie? Pourquoi il faut surveiller le taux de potassium? C'est simple. La raison biologique est simple. C'est que les transporteurs qui réabsorbent le sodium au niveau de l'anse, en même temps, vont réabsorber le potassium. Donc, on va dans le même sens. C'est un effet comme une conséquence, on va dire, du symporteur ou du transporteur, si tu préfères. Donc, évidemment, si tu bloques ce phénomène-là, non seulement tu as plus de sodium dans l'urine, tu vas avoir plus de potassium. Et là, tu provoques un état de kaliémie. D'hypokaliémie, pardon. Et important parce que ça se peut qu'il y ait des erreurs médicales, que le médecin soit dans l'une puis est habitué de donner certains médicaments et tout. Puis évidemment, si tu as déjà au dossier médical un patient qui est déjà un peu faible sur son taux de potassium sanguin, puis tu me donnes une bonne dose, le médecin prescrit une bonne dose de Lasix, puis une concentration assez forte, bien, c'est sûr que c'est une alarme ou une question à poser parce que bien, il est déjà faible au niveau du potassium, puis toi, tu donnes un médicament qui risque de diminuer davantage son potassium sanguin. Donc, il y a un effet comme ça. Et si je compare la deuxième classe de diurétiques, c'est complètement différent. On va parler d'épargnant potassique. Ça veut dire que tu vas épargner, tu vas favoriser la conservation du potassium. Donc, c'est un peu différent de la première classe. Je t'explique. L'objectif est le même. Tu veux produire de l'urine chez le patient. Donc, favoriser la diurétique, sauf que là, tu vas jouer au niveau du distal. Et si tu te souviens de tantôt, c'est l'aldostérone qui réabsorbe le sodium au niveau du distal. Toi, tu donnes l'exemple de l'aldactone qui vient bloquer l'aldostérone. Ben, tu as compris que l'aldostérone ne fait plus effet. Et comme tu ne fais plus effet, tu ne réabsorbes pas le sodium. Le sodium reste dans... C'est un peu comme tantôt. Le sodium reste dans le tubule. L'eau par osmose va suivre le sodium qui n'est pas réabsorbé. Et tu favorises le volume d'urine, donc la production d'urine, ce qui soulage la pression trop forte du patient, pression artérielle évidemment. Alors ça, c'est ce qu'on vous explique, là, c'est tout écrit noir sur blanc, l'osmose et tout ça, ça va. Maintenant, on vous dit que ça favorise également la sécrétion de potassium. Et c'est ça qui est intéressant parce que quand tu bloques l'aldostérone, ce qui va arriver, c'est que tu vas favoriser, tu n'élimines plus le sodium. Mais là, il faut se souvenir, hein, l'aldostérone, je vais faire un petit rappel ici parce que tu as peut-être oublié la dernière diapo. L'aldostérone, avec les pompes, qu'est-ce qu'elle faisait? C'était en sens inverse. Si je récupère le sodium, je vais éliminer du potassium dans l'urine. Ça, c'est une personne normale. Si tu bloques ça par ton médicament, exemple aldactone, ben, tu empêches le sodium d'être récupéré dans le sang, mais en même temps, tu empêches l'élimination du potassium du sang vers l'urine. Tu fais ça à chaque fois que tu fais de l'aldostérone. C'est pour ça qu'on vous dit que vous épargnez le potassium. Quand tu bloques, quand ton médicament bloque l'aldostérone, t'empêches finalement de récupérer le sodium et t'empêches en même temps l'élimination du potassium parce que ton médicament vise les pompes finalement. Et là, je vais l'écrire plus clairement, c'est les pompes sodium-potassium, c'est ça que tu bloques. Fait qu'il y a deux effets. Les deux effets, ben, en fait, il y a un effet, tu bloques la pompe sodium-potassium, mais comme ici,
Tu n'es pas obligé de le retenir, mais on parle d'antiporteur. Ça veut dire qu'on déplace deux substances, mais contrairement à tantôt qui vont dans le même sens, ben, une pompe, c'est un antiporteur. On déplace les deux substances en sens inverse. Fait que si tu bloques le sodium, tu bloques le mouvement inverse du potassium. Mais en gros, c'est important pour le soin infirmier parce que si tu épargnes le potassium, ben, tu ne favorises pas d'effet d'hypokaliémie. Au contraire, tu favorises sa conservation. C'est ça qu'il faut comprendre. Et le dernier PICO, ça c'est vraiment le PICO médical par excellence. La bonne nouvelle, c'est que les deux classes de diurétiques se donnent en même temps. Il n'y a pas de contre-indication, ils ne vont pas se nuire. Donc, c'est pas rare que vous allez voir justement le fait de donner du Lasix avec de la lactone. Parce que si on sait que cette première classe de diurétique de lance provoque un effet d'hypokaliémie, si en plus je te donne la deuxième classe de diurétique, les inhibiteurs d'aldostérone, les deux travaillent dans le même sens, donc empêcher la réabsorption du sodium. Ton tubule va être très riche en sodium, tu joues à tous les niveaux. Donc par osmose, on parle de l'eau, ce que tu veux. Mais tu viens bloquer l'effet d'hypokaliémie de la première classe, parce qu'ici, on épargne. Fait que même si la première classe de médicaments favorise les pertes de potassium sanguin, ici, la deuxième classe de diurétique va justement permettre de conserver du potassium. Donc, tu limites tes pertes un petit peu. Tu viens atténuer, c'est le terme que je cherchais, atténuer, si tu veux, l'effet secondaire associé aux premières classes de diurétique. Donc, deux choses je vous demande d'étudier. La première, ben, les trois mécanismes de réabsorption du sodium, ce qui se passe donc au niveau biologique chez une personne en santé. Et je vous demande quand même de comprendre cette diapo-là dans un cas médical d'hypertension. Hein, on s'entend, les problèmes d'hypertension au Québec, c'est extrêmement courant, je dirais même en Amérique du Nord. Donc, l'idée ici, c'est d'être capable de m'expliquer un petit peu comment ces médicaments-là vont agir. Donc, la façon facile, bon, on bloque la réabsorption du sodium. Si le sodium reste dans le tubule, par osmose, l'eau va vers le sodium parce que c'est plus concentré. Urine plus, moins de liquide dans le sang. Parfait. Ça, c'est comme, on commence comme ça pour que ça soit clair. Quand ça, c'est clair, je veux la nuance avec les diurétiques de lance versus les bloqueurs d'aldostérone. Donc, l'impact sur le potassium, comment ça se fait qu'ici on en perd versus ici on l'épargne? C'est très simple, c'est le type de transporteur. Ici, chaque sodium récupéré, le potassium le suit. Donc, si je le bloque, ben, le potassium reste dans l'urine et tu vas en perdre. Donc, ce qui se ramasse dans l'urine, évidemment, n'est plus dans le sang. Alors qu'ici, ben, en bloquant l'aldostérone, on bloque l'effet naturel de l'aldostérone, qui est de récupérer le sodium et de perdre du potassium. Donc, si j'empêche la récupération de sodium, j'empêche aussi l'élimination de potassium. Et ben là, tu comprends tout finalement. Et évidemment, tu produis plus d'urine, donc tu baisses la pression artérielle. Voilà, donc ça conclut ce petit segment sur la réabsorption du sodium.